Le monde perdu, chapitre 8, sur la lisière du monde perdu. Que nos amis d'Angleterre se réjouissent. Nous touchons au but. Du moins, nous avons déjà démontré dans une certaine mesure la vérité de ce qu'affirme Challenger. Si nous n'avons pas encore gravi le plateau, nous le voyons devant nous. Le professeur Summerlee vient déjà un peu à la résipiscence. Sans admettre un instant que son rival puisse avoir raison, il s'obstine moins dans son système d'objections incessantes. Il observe et il se tait. Mais je reprends les faits où je les avais laissés. Un de nos Indiens s'étant blessé nous quitte. Je lui confie cette lettre, non sans me demander ce qui en adviendra. Nous étions, quand je terminais la dernière, dans le village indien où nous avait déposé l'Esmeralda et sur le point de nous mettre en route. Liquidons d'abord les mauvaises nouvelles. Je passe momentanément sur les perpétuelles chamailleries des deux professeurs, et j'arrive au premier ennui grave que nous aient donné nos gens. La scène a eu lieu ce soir. Peu s'en faut qu'elle n'ait tourné au tragique. J'ai parlé de Gomez, celui de nos deux métis qui connaît si bien l'anglais. Il est travailleur, plein de bonne volonté, mais affligé, je crois, d'une curiosité assez commune chez les gens de son espèce. Zambo, notre terrible nègre, qui joint à une fidélité de caniche la haine de sa race pour les demi-sang, crut le surprendre hier soir caché derrière la hutte dans laquelle nous discutions nos plans. Il l'empoigna, le traîna en notre présence. Mais Gomez sortit vivement son couteau, et n'eût été la vigueur du nègre qui le désarma d'une main, il l'eût assurément poignardé. Tout a fini par une mercuriale et par la réconciliation forcée des deux adversaires. Espérons qu'ils en resteront là. Quant aux disputes des deux savants, elles sont continuelles et âpres. Je reconnais que Challenger a la provocation facile et Summerlee la riposte acérée, ce qui aggrave les choses. La nuit dernière, Challenger déclara qu'il n'aimait pas, quand il se promenait sur les quais de la Tamise, regarder en amont, car il ne peut jamais voir sans mélancolie son terme éventuel. Il tient en effet pour acquis que Westminster Abbey lui réserve une sépulture. Summerlee, avec un sourire acerbe, répliqua qu'il croyait la prison de Millbank démolie. Challenger a une vanité trop colossale pour qu'un tel propos puisse l'atteindre. Il se contenta de sourire dans sa barbe et de dire « Vraiment, vraiment », du ton de pitié dont il eût parlé à un enfant. Dans le fait, ils sont des enfants tous les deux. L'un taquin et desséché, l'autre arrogant et formidable, mais doués chacun d'un cerveau qui les a mis au premier rang de la science moderne. Cerveau, caractère, âme, il faut avancer dans la vie pour s'apercevoir que cela fait trois choses distinctes. Le jour du lendemain marqua dans notre expédition une date décisive. Tout notre bagage tenait sans peine dans les deux canots, les professeurs étant bien entendu séparés. Personnellement, je me trouvais avec Challenger. Il semblait en état de béatitude, il se mouvait comme dans une extase silencieuse, ses traits respiraient la bienveillance. Je le connaissais sous d'autres aspects, et m'étonnerait d'autant moins qu'en viendraient à éclater, dans un ciel serein, de brusques orages. Avec lui, on ne peut ni se sentir tranquille, ni s'ennuyer. On vit dans l'attente des sautes d'humeur. Nous remontâmes pendant 2 jours une importante rivière, large de quelques 100 yards, et dont l'eau brune a néanmoins assez de transparence pour qu'on en découvre le fond. Une moitié des affluents de l'Amazone présentent cette même particularité. Les autres sont blanchâtres et opaques. La différence tient uniquement à la nature du pays qu'ils arrosent, et au fait qu'ils charrient soit des détritus végétaux, soit de l'argile. Nous rencontrâmes 2 fois des rapides, et nous dûmes, chaque fois pour les éviter, porter nos canots pendant un demi-mile, opération qui s'effectua d'ailleurs sans grosse difficulté. La forêt ne se détend pas trop le long des rives, et pourtant, quel mystère, quelle solennité inoubliable! Les arbres, par la longueur et l'épaisseur de leurs troncs, dépassent tout ce qu'on aurait pu concevoir, tout ce qu'aurait pu concevoir mon imagination citadine. À la hauteur où ils dressent leurs magnifiques colonnades, nous distinguions à peine la jonction des branches et le sommet de l'ogive obscure que trouait de loin en loin l'éblouissante flèche d'un rayon. Comme nous avancions sans bruit sur un sol épaissement feutré de végétation pourrissante, nous nous sentions oppressés du même silence qui alourdit l'âme dans le jour crépusculaire de Westminster, et la puissante respiration de Challenger faiblissait presque jusqu'au murmure. Seul, j'aurais ignoré le nom de ces espèces géantes, mais nos savants désignaient les cèdres, les fromagers, les érythroxyles, toute l'infinie variété d'arbres et de plantes diverses qui ont fait de ce continent le plus gros fournisseur du monde pour les produits d'origine végétale, tandis qu'il en est le moindre pour les produits animaux. Des orchidées éclatantes, des lichens merveilleusement colorés, s'allumaient par endroits sur une souche noire.
En d'autres places, un hasard de féerie semblait diriger sur l'alamande dorée, sur le taxonia aux étoiles écarlates, sur le bleu si riche et si profond de l'hippomée, un trait de lumière vagabonde. Dans ces vastes étendues de forêt, la vie qui a horreur du noir s'efforce toujours vers la hauteur et la clarté. Il n'y a pas jusqu'aux plus petites des plantes qui, pour y parvenir, ne demandent l'appui fraternel des plus grandes, auxquelles elles s'agrafent et s'entortillent. Celles qui grimpent sont monstrueuses. Celles qui ailleurs n'ont jamais quitté le sol apprennent ici l'art de monter pour échapper à l'ombre. C'est ainsi que l'on peut voir l'ortie commune, le jasmin et même le palmier, Jacitara, enlacer les tiges des cèdres et se pousser vers leur cime. Aucun mouvement animal ne troublait autour de nous la paix religieuse des bas-côtés de verdure, mais cependant que nous cheminions, une continuelle agitation au-dessus de nos têtes trahissait le peuple innombrable de serpents, de singes, d'oiseaux, de bradipes, qui vivaient dans le soleil et qui, de là-haut, regardaient avec étonnement, dans un abîme de ténèbres, nos petites et trébuchantes silhouettes. À l'aube et au couchant, les singes hurleurs qui nous assourdissaient de leurs cris, les perruches de leur caquetage. Mais, durant les heures chaudes du jour, le ronflement des insectes occupait seul les oreilles, comme un bruit de ressac sur une plage lointaine, et rien ne bougeait entre les fûts prodigieux dont les enfilades plongeaient partout dans la nuit. Il nous arriva une fois d'entendre fuir lourdement devant nous, sans l'apercevoir, quelque animal bancroche, ours ou fourmilier. Ce fut l'unique signe de vie terrestre que nous donna la grande forêt amazonienne. D'autres signes nous prévinrent que, jusque dans ces retraites mystérieuses, l'homme était proche. Le troisième jour, l'air retentit d'un singulier battement, rythmique et grave, qui allait et venait capricieusement dans le matin. Les deux bateaux pagaillaient à quelques yards l'un de l'autre, quand, pour la première fois, nous l'entendîmes. Nos Indiens s'arrêtèrent. Ils semblaient changés en statues de bronze. Et, tandis qu'ils écoutaient, leurs visages exprimaient l'épouvante. « Qu'est-ce que cela » demandai-je. « Des tam-tams » répondit négligemment Lord Roxton. « Des tam-tams de guerre. J'ai eu jadis l'occasion de les entendre. »« Oui, monsieur, des tam-tams de guerre, dit Gomez, le métis. Nous sommes guettés à chaque mille du chemin par des Indiens sauvages, des bravos, non des mansos. Ils nous tueront s'ils le peuvent. »« Comment font-ils pour nous surveiller » questionnai-je, fouillant des yeux l'espace immobile et noir. Le métis haussa ses larges épaules. « Les Indiens savent, ils ont leur système, ils nous épient, ils se parlent entre eux avec leur tam-tam. Ils nous tueront s'ils le peuvent. » L'après-midi de ce jour-là, qui était, à ce que je vois par mon journal de poche le 18 août, 6 ou 7 tam-tams pour le moins battaient de différents points. Ils battaient tantôt vite, tantôt lentement, échangeant à n'en pas douter des demandes et des réponses. Claquements saccadés à l'est, roulement profond au nord, le dialogue se poursuivait à courts intervalles, et il avait quelque chose d'indiciblement angoissant et sinistre, qui trouvait sa formule dans ce refrain du métis. « Ils nous tueront s'ils le peuvent, ils nous tueront s'ils le peuvent. » Rien ne bougeait dans la forêt muette. La nature tendait autour de nous un rideau de sérénité et de quiétude. Mais par-delà grondait l'avertissement de l'homme. « Nous vous tuerons si nous le pouvons, » disait l'homme de l'Est. « Nous vous tuerons si nous le pouvons, » disait l'homme du Nord. Les tam-tams résonnèrent ainsi tout le jour, et les visages de nos compagnons de couleur nous en traduisaient la menace. Le métis lui-même, si assuré, si fanfaron qu'il voulut être, cachait mal son émotion. J'appris ce jour-là, une fois pour toutes, que Summerlee et Challenger possédaient la plus haute qualité de courage, le courage de l'esprit scientifique, qui soutint Darwin parmi les gauchos de l'Argentine, Wallace parmi les chasseurs de têtes de Malacca. Une nature miséricordieuse a décrété que le cerveau humain ne saurait penser en même temps à deux choses, en sorte que la curiosité pour la science exclut les préoccupations personnelles. Sourds à l'instant concert des tam-tams, ils observaient le moindre oiseau, le moindre arbrisseau de la rive, avec une attention aiguë et loquace. Le ricanement de Summerlee ripostait au grondement de Challenger, mais ils ne paraissaient soupçonner le danger non plus que s'ils se fussent trouvés, l'un et l'autre, paisiblement assis dans le fumoir du club de la Société royale de St. James Street. Et ils ne firent attention, à un instant, aux Indiens tambourineurs, que pour une discussion bien spéciale. Cannibal Mirana ou Amajoaka, dit Challenger, agitant son pouce dans la direction de la forêt où se répercutaient les sons. Pas de doute, monsieur, répondit Summerlee.
type mongol, je présume, et langue polysynthétique, comme celle de toutes les tribus indigènes. En ce qui concerne la langue, vous avez sûrement raison, accorda Challenger avec indulgence. Je ne connais sur ce continent que des langues polysynthétiques. Pour ce qui est du type mongol, je me méfie. Il me semble pourtant, dit Summerlee d'un ton âpre, que même une connaissance superficielle de l'anatomie comparée permet de s'en rendre compte. Challenger avança son menton jusqu'à ne laisser plus voir qu'une barbe sous un bord de chapeau. C'est en effet, monsieur, ce que donne à croire une connaissance superficielle, mais non pas une connaissance approfondie. Ils se lancèrent un regard de défi, tandis que résonnait le lointain murmure. Nous vous tuerons si nous le pouvons. Le soir, nous mouillâmes nos canots avec de lourdes pierres en guise d'encre au centre du cours d'eau, et nous prîmes nos mesures contre toute éventualité d'attaque. Mais rien ne vint. Nous nous remîmes en route à l'aube, et le battement des tambours mourut peu à peu derrière nous. Vers 3 heures de l'après-midi, nous atteignîmes un grand rapide, long de plus d'1 mille. C'était le même au passage duquel le professeur Challenger avait éprouvé un désastre lors de son premier voyage. Je confesse que la vue m'en fut agréable, car avant toute autre preuve, il corroborait sur un point, de fait, le récit du professeur. Les Indiens transportèrent nos canots vides, puis leur chargement, à travers la brousse qui est très épaisse à cet endroit. Mes compagnons blancs et moi-même, armés de nos rifles, nous protégions leur marche contre tout danger venant des bois. Nous passâmes avant le soir plusieurs lignes de rapides, et quand de nouveau nous mouillâmes sur l'affluent, je calculai que nous laissions le fleuve à 100 miles pour le moins en arrière. Le lendemain, de bonne heure, eut enfin lieu ce que j'appellerais le grand départ. Dès le point du jour, Challenger, nerveux à l'excès, inspectait minutieusement les 2 berges. Soudain, il poussa un cri de joie, et me montrant un arbre isolé qui se projetait d'une façon particulière au-dessus des eaux, « Que pensez-vous de ceci » demanda-t-il. « Que c'est un palmier à saille » dit Summerlee. « Précisément, un palmier à saille. Vous voyez en lui la borne frontière de mon domaine. Ne cherchez pas l'entrée, car le mystère en ceci tient du prodige. Aucune éclaircie dans les arbres ne la signale. Là-bas, à quelques miles de l'autre côté de la rivière, entre les grands bois de cotonniers, à l'endroit où le vert tendre des joncs succède au vert foncé de la broussaille, c'est là que j'ai ma porte secrète sur l'inconnu. Venez, et vous comprendrez. » Nous gagnâmes la place marquée par les joncs. Puis, ayant, pendant quelques centaines de yards, poussé nos canots à la perche, nous arrivâmes à un cours d'eau peu profond, qui roulait sur un lit de gravier, un flot pur et paisible. Large de 20 yards environ, il était partout bordé de la végétation la plus luxuriante. À moins d'observer que les roseaux avaient pris depuis peu la place des arbrisseaux, on n'en pouvait soupçonner l'existence, ni celle du pays féerique qu'il traversait. Car c'était un pays féerique, et tel ne saurait à peine l'entrevoir l'imagination humaine. Des branchages croisés et entrelacés formaient au-dessus de nos têtes une pergola naturelle, un tunnel de verdure où, dans un demi-jour d'or, coulait la limpide rivière, belle par elle-même et rendue plus merveilleuse par les jeux colorés de la lumière, qui, tombant du haut, se filtrait et se dégradait dans sa chute. Claire comme du cristal, lisse comme une glace, verte comme le bord d'un iceberg, elle allongeait devant nous son arceau de feuilles, et chaque coup de nos pagaies ridait de 1000 plis sa surface brillante. C'était bien l'avenue qui doit conduire à une terre de merveilles. L'homme ne s'y rappelait plus par aucun signe. Mais l'animal s'y manifestait fréquemment, avec une familiarité qui montrait qu'il ignorait le chasseur. De tout petits singes qui semblaient en velours noir, avec des dents blanches éblouissantes et des yeux moqueurs, babillaient à notre passage. Un jaillissement d'eau annonçait de temps à autre le plongeon d'un caïman, dérangé par notre approche. Un tapir, médusé, nous regarda un instant par une brèche entre 2 buissons, puis se sauva, pesant et gauche à travers la forêt. Une fois aussi, la forme sinueuse d'un grand puma traversa rapidement la broussaille, et 2 yeux verts brillèrent d'un éclat sinistre par-dessus une épaule fauve. Les oiseaux abondaient, spécialement des oiseaux aquatiques, cigognes, hérons, ibis, assemblés en petits groupes, bleus, rouges, blancs, sur chaque tronc d'arbre qui se projetait de la rive. 1000 poissons de formes et de couleurs infiniment diverses animaient l'eau. Nous avançâmes pendant 3 jours sous ce tunnel tout transpercé de brumes lumineuses. Aux étendues un peu longues, on n'aurait pas su dire, en regardant devant soi, où finissait l'eau verte et où commençait le toit vert. La paix profonde qui régnait continuait à n'être troublée par aucun bruit de l'homme.
Pas d'Indiens ici, disait Gomez. Trop de peur. Curupiri. Curupiri, c'est l'esprit des bois, expliquait Lord Roxton. Le nom sert d'ailleurs à désigner toutes sortes de diables. Les pauvres gens croient qu'il y a par là quelque chose de terrible, et ils évitent cette direction. Il devint évident, le 3e jour, que nous ne pouvions remonter plus loin en canot, car la rivière se faisait de moins en moins profonde. Nous touchâmes 2 fois en 2 heures. Finalement, nous poussâmes nos canots dans les broussailles, et nous passâmes la nuit sur la berge. Le matin, je fis, avec Lord Roxton, une pointe de 2 miles dans la forêt, parallèlement au cours d'eau. Et comme sa profondeur diminuait sans cesse, nous revînmes certifier ce qu'avait pressenti Challenger, à savoir que nous avions atteint le plus haut point navigable. Nous tirâmes donc les canots à terre, nous les cachâmes dans les fourrés. Et pour reconnaître la place, nous fîmes une marque à un arbre avec nos haches. Ensuite, nous nous distribuâmes les divers paquets, fusils, munitions, vivres, tentes, couvertures et le reste. Nous les chargeâmes sur nos épaules. Et la période difficile de notre voyage commença. Nos 2 mauvais coucheurs l'inaugurèrent par une lamentable querelle. Challenger, dès le jour où il nous avait rejoints, avait donné des instructions à toute la troupe et provoqué par là le mécontentement de Summerlee. Quand, cette fois, il prétendit astreindre son collègue à la simple obligation de porter un baromètre anéroïde, Summerlee se fâcha. « Puis-je vous demander, monsieur, dit-il, se contenant mal, à quel titre vous prenez sur vous de donner ces ordres ?» Challenger, se hérissant, le toisa. « Professeur Summerlee, répondit-il, je les donne en tant que chef de l'expédition. »« Je suis forcé de vous dire, monsieur, que voilà un titre contestable. »« Vraiment ?» Et Challenger salua avec une lourde ironie. « Peut-être vous plairait-il de définir ma situation. »« Votre situation, monsieur, est celle d'un homme dont nous vérifions la parole. Nous constituons à votre égard un comité de contrôle. Vous marchez avec vos juges, monsieur. »« Alors, fit Challenger, s'asseyant sur le rebord d'un canot, vous voudrez, j'espère, trouver naturel que je vous laisse continuer votre route, et que je vous suive à mon loisir. Si je ne suis pas votre chef, n'attendez pas que je vous mène. » Grâce au ciel, il y avait encore 2 hommes de sens, Lord John Roxton et moi, pour empêcher que la sottise de 2 savants ne nous obligeât de retourner à Londres les mains vides. Mais que de raisonnements, d'explications et de plaidoiries avant de les amener à composition. Ils daignèrent enfin se mettre en marche. Summerlee ricanant et mordillant sa pipe, Challenger roulant et grommelant. Presque au même instant, nous nous avisâmes qu'il nourrissait une égale aversion contre le docteur Illingworth d'Édimbourg. Cette découverte nous sauva. Chaque fois que la situation se tendait, nous n'avions pour la détendre qu'à prononcer le nom du zoologiste écossais. Il amenait momentanément la réconciliation dans une haine commune. En longeant la berge à la file indienne, nous constatâmes bientôt que la rivière se rétrécissait jusqu'à n'être plus qu'un ruisseau, et que ce ruisseau finissait par se perdre dans un grand marais de mousse spongieuse, où nous enfoncions jusqu'aux genoux. Des moustiques et autres insectes volants de la pire espèce y entretenaient un grand nuage sonore. Nous eûmes donc plaisir à retrouver le sol ferme pour contourner sous bois le marais pestilentiel qui, à distance, ronflait comme un orgue. Le surlendemain du jour où nous avions quitté nos canots, le pays changea de caractère. Nous ne cessions pas de monter, et les bois, au fur et à mesure que nous montions, perdaient de la surabondance tropicale. Les énormes arbres des plaines alluvionnaires de l'Amazone cédaient la place aux phénix et aux cocotiers, qui croissaient par bouquets entre de maigres broussailles. Dans les creux humides, les palmiers mauricie inclinaient leurs gracieuses frondaisons. Nous nous dirigions uniquement à la boussole. L'avis de Challenger se trouvant un jour contredit par celui de nos Indiens, nous nous accordâmes, selon le mot indigné du professeur, pour faire prévaloir l'instinct fallacieux de ces sauvages sur l'opinion la plus autorisée de la culture européenne moderne. Bien nous en prit, car dès le lendemain, Challenger reconnaissait plusieurs jalons de son premier voyage, et nous arrivâmes à un endroit où 4 pierres noircies par le feu marquaient encore la place d'un ancien campement. La route montait plus que jamais. Nous mîmes 2 jours à franchir une pente rocheuse. La végétation avait de nouveau changé. Il ne restait plus que l'arbre à ivoire et une provision d'orchidées merveilleuses, parmi lesquelles j'appris à reconnaître la rare Nutonia vexillaria et les glorieuses fleurs roses et écarlates du cattleya et de l'odontoglos.
Des ruisseaux qui glougloutaient sur des cailloux, entre des rives drapées de fougères, le long de gorges peu profondes, nous ménageaient chaque soir à l'heure du campement un site à souhait au bord de quelque étang semé de roches, où des quantités énormes de petits poissons bleus, ayant à peu près la forme et la taille de la truite anglaise, nous fournissaient un souper savoureux. Le 9e jour de notre débarquement, nous avions fait, à mon estime, 120 miles environ, quand nous commençâmes à sortir d'entre les arbres, qui s'étaient peu à peu réduits à la taille de modestes arbrisseaux, pour entrer dans une immense forêt de bambous, si dense que nous devions nous y frayer un chemin avec des serpes et des machettes de nos indigènes. Il nous fallut marcher tout en un jour, de 7 heures du matin à 8 heures du soir, pour venir à bout de cet obstacle. On n'imagine pas l'accablante monotonie d'un pareil trajet. Aux endroits les plus découverts, je pouvais voir tout juste à 10 ou 12 yards devant moi, et le plus souvent mon horizon avait pour limite, d'une part, le veston de coutil blanc de Lord Roxton, d'autre part, à la distance d'un pied sur ma gauche, comme sur ma droite, un mur jaune. Une mince lame de soleil glissait de haut entre les tiges, dont les cimes bleues se balançaient sur le bleu profond du ciel, à 50 pieds au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas quels animaux nous dérangions, mais à plusieurs reprises nous entendîmes près de nous des galopades, que Lord Roxton jugea au bruit devoir être celles de quelque bétail sauvage. À la tombée de la nuit, nous retrouvâmes enfin l'air libre, et, recrus de fatigue, nous dressâmes tout de suite le camp. Le jour du lendemain, nous vît sur pied de fort bonne heure. Le décor avait de nouveau changé. Derrière nous se dressait le mur de bambou, aussi net que s'il eût suivi le cours d'une rivière. Devant s'étendait une plaine légèrement inclinée, que ponctuaient des bouquets de fougères arborescentes, et qui finissaient en dos de baleine. Nous en atteignîmes l'extrémité vers le milieu du jour, pour rencontrer ensuite une vallée peu encaissée, qui se relevait en pente douce jusqu'à une ligne de mamelons. Comme nous gravissions le premier, un incident se produisit dont je me garderai d'apprécier l'importance. Le professeur Challenger marchait en avant-garde avec 2 de nos indigènes. Soudain il s'arrêta, et d'un air très excité nous montra un point sur sa droite. Nous vîmes alors, à la distance d'environ 1 mile, une espèce d'énorme oiseau sombre battre lentement des ailes au ras du sol, s'envoler très bas et très droit, comme en glissant, et se perdre dans les fougères. « L'avez-vous vu » cria Challenger, exultant. « Summerlee, l'avez-vous vu » Summerlee, les yeux dilatés, regardait l'endroit où l'animal venait de disparaître. « Que prétendez-vous que c'était » demanda-t-il. « Autant que je puisse croire, un ptérodactyle. » Summerlee éclata de rire. « Un ptéro, sornette, c'était une cigogne si jamais j'en vis une. » Challenger ne répondit pas. La fureur l'étouffait. Il se contenta de secouer son paquet sur son dos et poursuivit sa route. Cependant, Lord Roxton se rapprocha de moi. Je fus frappé de sa gravité insolite. Il avait son Kodak à la main. J'ai pu le photographier avant qu'il ne disparût entre les arbres. Je ne me risque pas à vous dire quelle espèce d'animal c'était, mais je gagerais sur ma réputation de chasseur que je n'ai jamais vu un oiseau de cette sorte. Touchons-nous vraiment à l'inconnu ? Sommes-nous sur la lisière du monde perdu dont parle notre chef ? Je vous livre l'incident pour ce qu'il vaut. Il ne s'est pas reproduit et je n'ai plus rien à vous signaler de notable, sinon que nous voici au milieu de notre destination. Une fois franchi en effet le 2e échelon de collines basses, nous eûmes sous les yeux une plaine irrégulière plantée de palmiers, et tout au bout une longue ligne de falaises, celle que m'avait montrée le tableau de Mapplewhite. Elle se déroule devant moi à l'instant où j'écris, et je ne peux pas croire qu'elle ne soit la même. Au point le plus proche, elle se trouve à 7 miles environ de notre campement, mais elle s'infléchit en fuyant vers l'horizon. Challenger se prélasse comme un paon qui a eu le prix au concours, et Summerlee se renferme dans son silence encore sceptique. Un jour de plus lèvera tous nos doutes. Je profite de ce que José, qui a le bras percé par un bambou, veut absolument s'en aller, pour lui confier à tout hasard cette lettre, qu'une prochaine suivra dès que le permettront les circonstances. J'y joins une carte sommaire de la région que nous avons parcourue. Elle aidera peut-être à la compréhension du récit.